bonjour, ravi de vous retrouver. Hier, nous étions à Lyon en compagnie de Laurent Gérard qui nous a fait découvrir la ville qu'il aime. Retour sur le plateau Théo Café, ce matin avec un invité que nous n'avons jamais rencontré ici même. Il s'agit de Bernard Cazeneuve qui est notre invité ce matin. Il a été 4 fois ministre de François Hollande et aussi Premier ministre. Bonjour Bernard Cazeneuve. Ça me fait plaisir de vous revoir puisque vous nous aviez quitté pendant quelques semaines et quelques mois. On ne vous a pas beaucoup vu durant cette période et vous venez de publier Chaque jour compte, 150 jours donc sous tension à Matignon et c'est chez Stock. C'est un journal de bord avec votre ressenti en fait sur le quinquennat, un quinquennat qui est passé mais qui est encore très présent évidemment dans les esprits. Vous êtes un homme discret. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens découvrent par ce livre et par cette émission? J'aimerais qu'ils découvrent deux choses. D'abord, la sincérité d'un récit. Je ne pense pas qu'on puisse faire de la politique dès lors qu'on a le souhait d'être convaincant si l'on n'est pas absolument sincère. Et j'ai essayé, à travers ce récit qui ne concerne que la période Matignon, il y aura un deuxième tome qui viendra plus tard sur ce que j'ai vécu à Beauvau, de restituer ces 150 jours qui ont été très particuliers. Vous êtes né à Senlis, dans l'Oise. Ça, c'est votre papa? Oui, absolument. Et moi. C'est vous. Voilà. Vous plantez le décor comme ça de votre enfance. Vous diriez quoi en quelques mots? Une enfance extrêmement heureuse avec des parents qui s'aimaient, qui ont aimé leurs enfants, qui ont essayé de leur donner le meilleur. Vous étiez deux? Nous étions deux. J'ai un frère qui est instituteur, comme l'était mon père. Je suis d'une famille d'enseignants. Mon père était ce qu'on appelle un hussard noir de la République. Il pensait qu'il était important de transmettre. Il a consacré toute sa vie à cela, au point de mourir dans l'exercice de ses fonctions d'enseignant subitement d'une crise cardiaque alors qu'il était encore très jeune. Il avait la passion de transmettre. Il considérait que l'école de la République était un ascenseur social qui devait permettre, par le mérite, à ceux qui apprenaient de pouvoir avoir une chance dans la vie. Et le rôle de l'enseignant, c'était de faire en sorte qu'il soit possible d'apprendre à chacun. Il était par ailleurs de gauche, il était socialiste, pied noir. Il était mitterrandiste, pied noir, il avait vécu la guerre d'Algérie, il avait une vision de ce qu'avait été la colonisation et de ce qu'était le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En même temps, et vous avez attendu très longtemps, vous, pour aller en Algérie? Oui, j'ai attendu très longtemps pour aller en Algérie parce que toute mon enfance a été bercée par le récit nostalgique de cette Algérie qui avait été perdue, au point qu'on en parlait à chaque repas de famille, à chaque instant, et ça m'a un peu saturé d'Algérie. C'était pas votre histoire? Si, c'était mon histoire, puisque j'y suis retourné, et que lorsque j'y suis retourné, j'ai été envahi par l'émotion, que beaucoup de mes amis sont des pieds noirs, et que j'aime profondément, et que je vis aussi un peu dans la nostalgie de ces racines familiales, finalement. Mais c'est arrivé tard. Comme souvent, les choses essentielles ressurgissent tard dans la vie, après que les choses se sont décantées. Vous avez eu des moments de rébellion dans votre enfance, dans votre adolescence? Il y a eu des actes d'émancipation? J'ai été un militant très jeune et j'ai toujours été indigné par l'injustice. Et j'ai toujours été proche, y compris lorsque j'étais à l'école, où je n'étais pas mauvais élève, de ceux qui parfois étaient les plus en difficulté et subissaient le regard sévère et parfois ostracisant de la classe ou de l'enseignant. Mais ça ne s'est jamais exprimé sous la forme de la rébellion. Ça s'est exprimé sous la forme d'un engagement assez serein, assez calme, mais qui ne perdait rien en détermination. On peut être déterminé, calme, et on peut être dans une capacité d'indignation sans être pour autant tous les jours dans l'outrance et dans l'excès. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce jeune homme qui devait avoir 19, 20 ans? Vous êtes à ce moment-là président de la fédération du Parti radical en Gironde. Vous lui dites quoi? Vous lui dites ça va être difficile parce que la vie n'est pas toute tracée, donc... Non, la vie n'est pas toute tracée. Je lui dis d'abord qu'il a de la chance d'avoir des cheveux, qu'il a de la chance d'être... Vous les avez perdus très vite? Très vite, oui. Je lui dis qu'il a de la chance d'être jeune, mais je lui dis qu'étant jeune, il aurait pu être un peu plus audacieux. Voilà. Ah oui? Mais j'étais extrêmement... Vous savez, moi, j'ai toujours été extrêmement raisonnable
Sage. Oui, extrêmement sage, ce qui n'empêchait pas d'avoir au fond de moi-même de la passion, des choses à dire, encore une fois, même de l'ardeur militante, mais j'ai toujours été comme je suis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, à 54 ans, ça se comprend, mais je pense que j'aurais pu être un peu plus impertinent ou un peu plus fougueux à l'époque où j'avais 19 ans, puisque sur cette vidéo, j'ai 19 ans. Votre portrait, Bernard Cazeneuve, par Laurence Boulet. Fidèle parmi les fidèles du président Hollande, Bernard Cazeneuve fait figure d'élève modèle et est l'un des piliers du précédent quinquennat. Ancien maire de Cherbourg et ancien député de la Manche, ce juriste pugnace se fait d'abord remarquer en pilotant la mission parlementaire sur l'attentat de Karachi, puis aux côtés de François Hollande comme porte-parole de la campagne présidentielle de 2012. Bernard Cazeneuve, il ne se trompe pas de mots. C'est pour ça qu'il est porte-parole. Sérieux et rigoureux, voire austère, il gravit les échelons sans précipitation et imprime son style. Le principe, c'est la fidélité, la loyauté, la discrétion. La marque de fabrique de Bernard Cazeneuve, c'est l'humilité. Ce que nous sommes est moins important que la mission qui nous a été confiée. Sa première mission au sein du gouvernement Ayrault, c'est le ministère des Affaires européennes. Il faut non seulement ne pas se tromper, mais toujours aller vite. Très vite d'ailleurs, l'homme des situations d'urgence doit quitter ce poste pour remplacer au pied levé à Bercy l'encombrant Jérôme Cahuzac. Une nouvelle responsabilité m'est confiée, qui est une responsabilité lourde dans le contexte. En 2014, celui que l'on surnomme le couteau suisse du gouvernement remplace Manuel Valls au ministère de l'Intérieur. À l'âge que j'ai, on peut encore apprendre. Sa fonction de premier flic de France commence avec la mort du jeune manifestant Rémi Fraisse sur le barrage de Sivins. On lui reproche alors sa froideur. Après ce baptême du feu, il doit faire face à la vague d'attentats islamistes qui frappe la France et il s'impose comme un homme de grand sang-froid. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je veux vous remercier aussi. L'ensemble des députés salue sa gestion des événements. Ça m'a beaucoup ému et j'en ai été très fier. Il pilote tous les textes antiterroristes sans état d'âme et défend l'état d'urgence même s'il subit des critiques à la suite de l'attentat de Nice. Capable de remplacer les sortants au pied levé, il est nommé à Matignon pour succéder à Manuel Valls, encore lui. Vous êtes un ami, vous êtes un frère. C'est rare en politique. Bon petit soldat avec un sens aigu de l'État, Bernard Cazeneuve prouve que l'on peut faire de la politique autrement, sans trahir son camp et en restant fidèle à ses engagements. En revoyant votre parcours, qu'est-ce que vous referiez différemment ? Je pense que si je devais avoir à me réexprimer sur des sujets tragiques comme ceux auxquels j'ai pu être confronté dans l'exercice de ma responsabilité, je pense notamment à la mort de Rémi Fraisse, je m'exprimerai plus vite pour dire plus vite ce que j'ai pu éprouver. Avec plus de compassion ? J'étais dans la compassion, mais je ne l'ai pas exprimé parce que je pensais à la famille, je pensais aux parents et je pensais que ce qui comptait, ce n'était pas des mots de compassion, mais la vérité. Je n'étais pas en situation de la dire et comme je n'étais pas en situation de la dire parce que je ne la connaissais pas, j'ai pensé qu'il était préférable que je m'exprime au moment où je serais en situation de la rendre publique. Et je pense que c'était une erreur, parce que vous avez beau être ministre, être dans cette démarche rigoureuse. En tous les cas, c'est comme ça que je la vivais. Et vous n'en avez pas moins des sentiments, et il n'est pas interdit d'exprimer ses sentiments, même s'il faut toujours le faire avec pudeur. C'est ce que vous ferez d'ailleurs aux obsèques d'Hervé Cornara, qui est le chef d'entreprise de l'Isère, qui a été décapité, avec un geste d'émotion fugace. Toute une ville unie derrière la famille d'Hervé Cornara. Son épouse Laurence et son fils Kevin font face dans la douleur, soutenus par leurs proches et des centaines d'anonymes. Dans la foule, des représentants locaux du culte musulman et le ministre de l'Intérieur. Impassible d'ordinaire, Bernard Cazeneuve a laissé échapper quelques larmes à la sortie de la cérémonie. Hervé Cornara a ensuite été inhumé dans l'intimité, dans le cimetière de Fontaine-sur-Saône. Pourquoi vous avez craqué ce jour-là ? Je ne sais pas si on peut dire que j'ai craqué. On a vécu quand même des moments extraordinairement difficiles. Vous avez encore les larmes aux yeux. Oui. Et dans tous les moments très difficiles que nous avons traversés, au moment des attentats de Charlie Hebdo, au moment de l'hypercachère, à Nice, au moment du Bataclan, à Saint-Étienne-du-Rouvray, il y a des relations humaines qui se sont nouées. Lorsque les policiers ont été agressés sauvagement, comme cela a été le cas pour un policier que j'ai visité à de nombreuses reprises, qui avait été brûlé par des criminels, il y a des relations humaines qui se créent, comme pour ce policier
qui avait été grièvement blessé, qui est resté pendant près d'un mois dans le coma et que je suis allé visiter tous les jours. Bon, vous avez beau être dans une responsabilité publique, en charge de l'exercice de responsabilité élevée dans l'État au moment où on est confronté à des événements dramatiques, vous n'en avez pas moins un cœur et des sentiments. Mais il est vrai aussi que dans l'exercice de ces responsabilités, vous devez être en maîtrise. Alors, il arrive qu'à certains moments, l'émotion s'exprime, mais elle ne peut pas s'exprimer toujours, même si elle est toujours présente. C'est une des grandes difficultés de ces responsabilités régaliennes. Dans votre livre, vous distinguez passion de l'État et goût du pouvoir. Est-ce que vous avez été, vous, à un moment donné, grisé par le pouvoir? Jamais. Pourquoi? Absolument. Jamais, parce que c'est comme ça. Ça, c'est pas ni un don, ni une vertu. C'est ainsi, c'est mon tempérament. Je n'ai jamais eu d'addiction au pouvoir. Et lorsque je n'exerçais pas le pouvoir, j'étais heureux. Lorsque je l'ai exercé localement, j'étais dans la passion des projets, dans la passion de la gestion des équipes, dans la passion de l'administration des choses. Lorsque j'ai été dans l'exercice de responsabilités ministérielles, c'est le service de l'État qui m'a guidé et qui a constitué ma boussole. Mais je n'ai jamais été dans l'addiction du pouvoir et dans la passion des jeux de la politique. Je dirais même que j'ai fait des efforts considérables pour ne pas me laisser emporter par cela, parce qu'il y a toujours des sollicitations, une presse qui Quel type de exerce... sollicitation? On vous demande toujours de vous engager dans certains débats dans lesquels vous ne voulez pas être parce que vous estimez que ce ne sont pas des débats utiles pour le pays, parce qu'il y a des polémiques dans lesquelles on veut vous engager en vous demandant de participer à des émissions pour les alimenter. Et je pense que les polémiques sont nécessaires lorsqu'elles portent des indignations justes, qui permettent de faire avancer les choses, et que la polémique en tant que telle n'a aucun intérêt. Et que je pense que quand on fait de la politique et qu'on a une parole publique, chaque mot compte. Il y a chaque jour compte, mais aussi chaque mot compte. Et qu'il ne faut s'exprimer que lorsque c'est utile. Et ça ne peut pas être à chaque instant utile. Et je pense aussi que dans l'exercice de la responsabilité politique, plutôt que de faire la démonstration chaque jour qu'on est indispensable, il faut essayer chaque jour, modestement, d'être utile dans la fonction qu'on vous a confiée. Est-ce que vous êtes arrivé d'être déloyal? Ah, je ne crois pas. Il m'est arrivé de subir les effets de ma loyauté. Jamais je n'ai été déloyal parce que ce n'est pas concevable pour moi. La déloyauté est une manière de s'abîmer soi-même. Ce n'est pas une mauvaise manière que vous faites à l'autre qui vous a donné sa confiance. C'est une mauvaise manière que vous faites à vous-même. Et pour moi, la loyauté, c'est comme le respect des institutions, comme le respect de la personne du président de la République, comme le respect de l'État de droit, des choses avec lesquelles on ne transige pas. C'est peut-être un peu démodé, c'est peut-être ce qui fait de moi un personnage, certains disent ça, il est un peu vintage, mais en tous les cas, moi je ne négocie pas avec cela. Est-ce que vous avez eu beaucoup de nuits blanches? Vous parlez même de nuits blanches, mais des nausées, etc. C'est véridique? C'est-à-dire, ça se traduit non, mais physiquement? J'ai eu énormément de nuits blanches pendant toute la période où j'étais ministre de l'Intérieur, au point que je n'arrivais plus à dormir, y compris lorsque j'aurais pu dormir. Parce qu'il y avait la nuit des informations qui me parvenaient, il y a eu des événements qui se sont produits la nuit, il y a eu des moments tragiques qui sont arrivés au petit matin ou tard dans la nuit, et par conséquent, je vivais, compte tenu du fait que j'avais une conscience particulièrement aiguë de la menace, dans l'inquiétude qu'un drame pouvait survenir. Et je pensais en permanence aux dispositions qu'il fallait que je prenne, aux mesures qu'il fallait que j'arrête, aux initiatives qu'il fallait que je prenne pour éviter que des drames ne se produisent. Donc, j'étais très obsédé par ma mission. J'étais concentré sur le métier. Qu'est-ce qui vous a apporté de la bienveillance à ce moment-là? Qu'est-ce qui m'a? Qui vous a apporté de la bienveillance, du réconfort? Les Français, beaucoup. Et encore aujourd'hui, lorsque je sortais dans la rue, que j'allais dans les territoires à la rencontre des Français, les Français me disent simplement « vous faites ce que vous pouvez ». Et merci de faire ce que vous pouvez. Ils sont dans une relation extrêmement simple, sincère, authentique. Et cette relation m'a donné beaucoup de force. Le réconfort, vous le trouvez aussi dans la nature. Ce qu'on ne sait pas toujours de vous. Vous êtes très intéressé par la botanique,
par les arbres, notamment. Alors, vous aviez carte blanche, comme chaque invité, et vous nous avez demandé de vous accompagner au jardin de Bagatelle, à Paris, et dans la roseraie plus particulièrement. Vous avez donné rendez-vous à Laurence Boulet et à Christophe Mézou. Nous sommes au jardin de Bagatelle. C'est un jardin dans lequel je me suis promené souvent et qui permet à ceux qui ont la passion de la botanique et des fleurs d'être comblés par la découverte d'espèces très diverses et assez rares. Là, vous avez un magnolia. J'en ai planté un à Matignon. Les premiers ministres ont pour coutume de planter un arbre dans les semaines qui précèdent leur départ, à condition qu'ils soient restés 6 mois à Matignon. Moi, je suis resté un peu moins de 6 mois, mais j'ai estimé que ma passion des arbres m'autorisait à enfreindre la règle et à planter un magnolia qui symbolise l'arbre de la fidélité. Comment allez-vous ? Je présente M. Benoît, qui est le jardinier de Bagatelle, qui connaît tout, qui est un savant modeste, comme beaucoup de savants. Et dans mon propre jardin, j'ai un tout petit jardin, mais j'y accorde grand soin. J'ai mis beaucoup d'arbres à écorce pour faire en sorte qu'en fonction des saisons, on puisse avoir des couleurs, des lumières, des ambiances différentes. Vous avez plutôt la main verte ? J'ai des échecs, mais enfin, globalement, le jardin est beau, là où je me suis exercé à le cultiver. Et qu'est-ce que ça vous apporte de jardiner ? C'est une très bonne école de la vie, parce que ceux qui sont dans la vie publique et dans la politique, on manifeste parfois quelques traits d'impatience. Or, il y a des éléments du temps auxquels on ne peut pas échapper. Il y a le rythme des saisons, il y a le temps de l'observation qui permet de comprendre. Et je trouve que le jardin a cette vertu de nous protéger de l'impatience qui conduit parfois à faire des erreurs. Je crois qu'il faut être patient dans la vie. Vous vous rendez compte de la beauté de ces perspectives-là ? C'est exceptionnel, non ? On continue ? Ma passion des roses est venue d'abord du fait que j'aime la fleur. Parfum plus doux que l'autre. Quand on est jardinier et qu'on veut consacrer du temps à son jardin en tirant quelques satisfactions, la rose est une fleur qui, de ce point de vue-là, offre bien des opportunités. Vous aimeriez avoir une rose à votre nom ? Non, écoutez, ça, franchement, non. J'aimerais réussir à créer une rose, mais le fait de la voir dans la nature anonyme suffit à mon bonheur. Il y a suffisamment de narcisses dans la vie politique pour qu'on évite d'être narcisse avec les roses. Vous vous souvenez de la chanson de Thierry Leluron, L'emmerdant, c'est la rose ? Je ne me souviens pas de ça. Mais il n'y avait pas une chanson de Gilbert Bécaud ? L'important, c'est la rose ? Oui, et lui, je me souviens de la chanson de Gilbert Bécaud. Et j'aimais bien Thierry Leluron, qui était un grand artiste. Non, je m'en souviens pas. La dernière fois que vous avez envoyé quelqu'un sur les roses ? Par tempérament, ça m'arrive assez peu souvent. Je n'aime pas qu'on vienne me chercher, mais je ne suis pas quelqu'un de belliqueux, d'agressif. Et je trouve que cette agressivité, cette absence de respect dans les relations entre ceux qui sont dans la vie publique est une manière de dégradation de notre système politique et de nos institutions, et ça ne peut rien produire de bon. Quand vous avez quitté Matignon, on vous a offert un arbre. Oui, mes collaborateurs qui connaissaient ma passion des jardins m'ont fait plaisir en m'offrant un marronnier dans sa motte. C'était à la fois une preuve de grande amitié et c'était une manière de dire on ne se quittera jamais. Donc c'était un moment particulièrement émouvant pour moi. Quand le mien aura cette taille-là, on viendra s'incliner sur ma pierre tombale. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette matinée ? L'émerveillement, la beauté de ce lieu. Il faut être capable de goûter ces moments pleinement. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et à chaque fois que l'occasion m'est donnée de pouvoir visiter des jardins, je le fais. Et aujourd'hui, quand je choisis mes destinations de vacances, je les choisis aussi en fonction de la possibilité de découvrir tel ou tel jardin. Vous êtes toujours tiré à 4 épingles, comme ça, même dans un jardin ? C'est une manière de vivre, de faire attention à son apparence. Mais j'aime les vêtements, les fleurs, les arbres. Donc l'habit fait le moine pour vous, selon vous ? Non, l'habit fait pas le moine. Loin s'en faut. Mais il faut être comme on est. Moi, j'ai toujours été comme ça. Ça fait partie de ma personnalité. Ça fait écrire des papiers. Je ne m'en offusque pas. J'assume ce que je suis. En 2014, il y a l'un de vos amis, Jean-Paul Baquet, qui vous avait prédit cet avenir de Premier ministre. Et vous aviez répondu, mais c'est de la folie. Moi, Premier ministre, ça n'existe pas. C'est de la tarabistouille. Alors, qu'est-ce qui vous paraissait inatteignable à l'époque ? Bon, d'abord, en 2014, j'étais dans d'autres responsabilités gouvernementales. Je n'ai jamais conçu des parcours, moi, pour moi-même. Ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Lorsque j'étais porte-parole de François Hollande, il pourra vous le confirmer, lorsqu'il a été élu président de la République, le soir, je ne suis pas allé à la Bastille où il y avait la fête. Je suis rentré à Cherbourg.
au volant de ma voiture pour reprendre mes activités dès le lendemain matin, que j'avais abandonnées pendant quelques semaines pour faire sa campagne. Et je n'ai pas appelé François Hollande jusqu'au moment où Jean-Marc Ayrault m'a appelé pour m'indiquer qu'il était en train de composer le gouvernement et qu'il me demandait d'être ministre des Affaires européennes. Lorsque François Hollande m'a proposé d'aller à Matignon, je lui ai dit, écoute, si vous avez une autre solution, prenez cette autre solution. Mais ça vous a paru incongru ? Non, ça ne m'a pas paru incongru, mais j'étais à l'époque Place Beauvau, il y avait la lutte antiterroriste, j'estimais que le travail que je faisais Place Beauvau était difficile, que mes équipes étaient mobilisées, que le niveau de menace était élevé, et que par conséquent, s'il y avait une autre solution, nécessairement, elle était meilleure que mon choix. Donc je ne me suis jamais battu pour exercer des responsabilités gouvernementales. J'ai accepté celle qui m'avait été confiée par le président de la République, parce que nous avions une relation d'amitié et de confiance et que j'étais fier de servir mon pays. Mais le fait de devenir Premier ministre s'est inscrit dans des circonstances très particulières pour lesquelles j'ai accepté, par loyauté vis-à-vis du président de la République, de remplir une mission supplémentaire pour laquelle je n'étais pas préparé, mais que j'ai essayé d'accomplir le mieux possible dès lors qu'elle m'était Vous confiée. croyez qu'on se prépare à devenir Premier ministre ? Je ne sais pas si on se prépare à devenir Premier ministre, mais certains l'ont tellement voulu qu'ils s'y sont vraisemblablement longtemps préparés. Ça n'a pas été mon cas, je ne l'ai pas voulu. Il y en a même certains qui ont été très déçus. Oui, parfois certains qui s'étaient préparés depuis longtemps n'ont pas été nommés, ont été déçus. Moi, je ne me suis pas préparé. Lorsque j'ai été nommé, j'ai fait comme si je m'étais préparé en essayant de faire le mieux possible dans des circonstances dont il ne vous a pas échappé qu'elles étaient difficiles. 150 jours, donc jalonnés de rencontres, hein, vous évoquez vos pères. De temps en temps, vous taclez. Vous taclez Ségolène Royal, elle ne peut pas avoir tort puisqu'elle a failli être présidente. Vous dites sur elle, elle portait trop attention à elle-même. Non, mais ne présentez pas le livre comme ça, parce que ce n'est pas un livre qui tacle. C'est sûr, un livre... par rapport à d'autres. Non, ce n'est pas du tout un livre que j'ai écrit dans cet état d'esprit-là. C'est un livre, et d'ailleurs ce que je dis sur Ségolène Royal, si vous lisez la totalité du paragraphe, est plutôt aimable, mais elle a ses traits de caractère, donc je ne peux pas non plus faire un livre sincère, sans dire ce que j'ai éprouvé au moment où j'étais en discussion, en relation avec tel ou tel événement ou telle personne. Et je pense par ailleurs qu'il est important aussi, lorsque l'on a vécu des moments politiques avec des personnalités, de retracer le portrait de ces personnalités en fonction de la perception qu'on en a eue, si encore une fois on veut être sincère. Mais vous l'avez lu, ce livre, vous avez remarqué que ce n'est pas un livre de règlement de compte, ce n'est pas un livre acrimonieux, ce n'est pas un livre amer, tout simplement parce que je n'éprouve pas ces sentiments. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ceux qui sortent, notamment des proches de François Hollande et des conseillers ? Il y en a plusieurs qui sortent actuellement et qui sont beaucoup plus venimeux. Mais moi je pense que certains ont fini par être à ce point intoxiqués par une certaine manière de faire de la politique qu'ils ne conçoivent plus la politique sans le venin. Alors moi, je n'ai pas de naïveté, je sais très bien ce qu'est la vie politique, mais je pense qu'il est préférable de substituer les idées au venin dans le contexte particulier où se trouve notamment la gauche. Vous êtes redevenu avocat, vous enseignez aussi à Sciences Po. À quoi elle ressemble, votre vie aujourd'hui ? Ma vie ressemble à la vie d'une personne qui revient à la vie civile après avoir été pendant 5 ans dans la vie publique totalement, à 150% de son temps, avec passion et en essayant de bien faire. Donc, moi, j'ai la passion. C'est perturbant, c'est déprimant. Non, c'est pas du. Alors, ce n'est absolument pas déprimant, vous le voyez. Ce n'est absolument pas perturbant. Moi, j'ai la passion du droit, j'ai la possibilité d'enseigner à l'Institut d'études politiques de Paris, et ça faisait très longtemps que j'avais envie de le faire. Je suis invité à participer à des conférences par des think tanks. J'ai des projets d'écriture. Ce livre sort, il y en aura un second. Il y a aussi quelques projets de récits plus romanesques. Donc, la vie Qu'est-ce que c'est les récits romanesques ? Je vais écrire des romans ? fictions, oui, des Vraiment. romans. J'ai quelques projets. Donc, voilà. Si dans les mois qui viennent, il y a une aventure collective qui se dessine, j'y prendrai ma part pour aider. Et je le ferai avec toutes les convictions qui sont toute la force des convictions qui sont les miennes, et la volonté de faire en sorte que la gauche de gouvernement fasse entendre sa voix. On en a besoin dans ce pays, à condition qu'elle soit rassemblée, cette gauche, et qu'elle décide d'être enfin audible, plutôt que de se laisser aller à des divisions, à des règlements de compte. Et si je peux le faire, je le ferai. Est-ce que les amis se raréfient quand on quitte le gouvernement ? Pas du tout. J'avais beaucoup d'amis lorsque j'étais au gouvernement que je ne pouvais pas voir. J'ai beaucoup d'amis après avoir quitté le gouvernement que je peux voir. Donc c'est beaucoup plus agréable maintenant que ça si n'était je vous dis, allez, un immortel, Éric Orsena, Oui. c'est un ami ?
Oui, c'est un ami de très longue date. Nous connaissons depuis Si je vous plus de dis 30 ans. Mazarine Pinjot. Oui, je considère que c'est une amie aussi. Alors tous les deux, nous sommes allés les voir et ils ont croisé leur regard sur Très bien. vous, Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, c'est un mélange extrêmement rare de grand sérieux et en même temps quelqu'un d'une drôlerie sans égale. Il réserve à l'intimité un visage très différent que celui qu'il offre au public. C'est un imitateur hors pair. Il a un regard très fin, très affûté sur les gens, quoi. Enfin, il a une manière de voir hyper intelligente. Lui, il a à la fois de l'esprit et de l'humour. C'est-à-dire que ses pics, ça peut frapper tel ou tel, et il s'en remet pas parce qu'il a le trait juste. Il y a une forme de coquetterie. Je trouve ça plutôt touchant et mignon. Il est habillé de cette façon quand même tout à fait d'un autre âge, très clair de notaire, comme ça, parce que tout à fait démodé. Ah bah oui, on le voit pas sur tous les bancs des défilés de mode pendant la Fashion Week, c'est sûr. C'est un personnage de Feydeau. Nous sommes ensuite... Après, il y a aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est un super orateur. C'est un homme d'une extraordinaire précision dans le langage. En ça, il renoue aussi avec quelque chose qui est de la tradition du politique, du verbe politique, moi, qui me plaît beaucoup, quoi. Il paraît qu'il pique des très grosses colères, j'imagine très froides, et j'imagine extrêmement méchantes, parce qu'il sait dire les mots, comme Mitterrand. Ah, ça, j'aimerais pas être victime de sa colère, ça c'est certain. Ce qui peut le mettre en colère, c'est quand on connaît mal les dossiers. Moi, j'aurais été à son cabinet, j'aurais tremblé. On est au service de l'État, on doit tout donner. Et je l'imagine très bien dire, alors, qu'est-ce que vous dites, ça ou ça? Non, c'est pas en même temps. Donc écoutez, vous vous rendez compte la responsabilité que vous avez? Il y a un vrai sens de l'État. Je trouve que c'est suffisamment rare pour être quand même souligné. Cher Bernard, tu es tellement toi-même quand tu imites. Est-ce que tu pourrais pas imiter Jules César, Louis XIV, Bonaparte ou Laurent Fabius? Tu choisis le niveau. Vous pouvez pas le décevoir. Non, je vais le décevoir. Pourquoi? Mais parce que je ne suis pas un chansonnier. Chacun a son métier, chacun a sa personnalité, chacun doit rester. Mais il est dans vrai son que rôle. dans le privé, tous disent, tout est dit, Mazarine, y compris que vous êtes drôle, que vous avez de l'humour, que vous avez de la dérision, que vous savez imiter. Non, Vous mais- gardez ça pour le privé. Et je pense qu'il faut garder une part de soi-même pour le privé, oui. Je pense que la vie publique, quand on a exercé des responsabilités politiques, ça implique une certaine retenue. Donc on peut, bien entendu, être un homme privé avec sa spontanéité, sa joie de vivre, ses traits de caractère. La vie publique n'est pas une dissimulation, mais elle appelle une retenue. Et je pense que le fait qu'il y ait de moins en moins de retenue va avec le fait qu'il y ait de moins en moins de respect, y compris dans la relation entre les responsables politiques. Et moi, je tiens beaucoup à ce que dans la vie publique, il y ait de la tenue, de la retenue et du respect. Et donc, il y a des choses que je ne ferai pas, il y a des émissions auxquelles je ne participe pas. Non pas qu'elles ne soient pas de qualité, mais je pense que ce n'est pas la place d'un homme politique que d'y être. Lesquels? Regardez celles dans lesquelles je ne suis jamais allé et vous serez affranchi. 1m67 sans talonnette, ça c'est de l'autodérision. Oui, c'est de l'autodérision, mais l'autodérision, c'est un peu différent. L'autodérision, vous pouvez en user, il ne faut pas en user tous les jours. Mais vous pouvez en user de temps en temps, parce que l'autodérision, c'est un regard avec du recul que vous portez sur vous-même. Ce n'est pas une vacherie que vous dites sur les autres. Alors ça, vous pouvez le faire de temps en temps. On dit que les hommes politiques sont des grands séducteurs. Ils ont un atout supplémentaire? Le pouvoir Moi, je me méfie fascine. beaucoup de la politique dont le moteur est la séduction. Je pense que la parole politique doit engager, et que quand on a dit, il faut faire, et que la politique n'est pas un art de la séduction, c'est un art de la conviction. Donc parfois, pour séduire, vous êtes obligé de dire des choses que votre interlocuteur a envie d'entendre. Et moi, je me refuse à dire des choses que mon interlocuteur a envie d'entendre. Je pense qu'en politique, il faut dire ce que l'on croit juste, y compris d'ailleurs si ce que l'on croit juste n'est pas ce que la majorité des Français ont envie d'entendre. Mais lorsque François Mitterrand est candidat à l'élection présidentielle en 1981, et qu'en novembre 80, si mes souvenirs sont exacts, il dit « Je sais qu'une majorité de Français est favorable à la peine de mort, mais si je suis élu président de la République, j'abolirai la peine de mort », il n'est pas dans la séduction.
il est dans la conviction. Et pour moi, la politique, c'est pas un art de la séduction par la dissimulation de ce à quoi l'on croit, c'est un art de la conviction en assumant ce que l'on est. Vous rendez hommage à votre épouse, à Véronique, et à vos 2 enfants. Je leur dédie ce livre. Ouais. On rentre un tout petit peu dans votre vie personnelle. Un tout petit peu. Vous parlez de votre fils aussi. Un tout petit peu. Oui. Parce qu'il a... Un garçon comme engagé. Ma fille, oui, comme ma fille aussi, j'en parle un tout petit peu. Parce que ils ont été très présents, tous les 3, pendant cette période. On souffre quand on est membre d'une famille d'un Premier ministre ou d'un ministre. Je pense que mes enfants ont souffert sans le dire. Ils ont été très en soutien. Et comme ils ont souffert sans le dire, qu'ils ont été très en soutien, ils m'ont beaucoup ému par leur délicatesse. Ce sont des personnes qui ont des convictions. Oui. Vous leur avez transmis cela. Mon fils a des convictions qui sont plus à gauche que les miennes. Donc je ne sais pas ce... Donc avec des grandes discussions. Il y a eu des grandes discussions, oui. On n'est pas d'accord sur tout. Il vous a permis d'infléchir vos Il m'a positions. souvent secoué pendant le quinquennat, oui. Je le raconte un tout petit peu dans le livre à travers une scène. Je n'ai pas voulu parler trop... Un discours notamment qu'il écrit. Oui, il a contribué à m'aider avec beaucoup de sincérité. Là aussi, ça m'a beaucoup bouleversé et ému. C'est pour ça que je raconte cela. Mais j'ai hésité à parler de lui parce que quand il va découvrir que j'ai parlé de lui dans ce livre, il va m'en vouloir beaucoup. Mais j'avais envie de lui rendre cet hommage, comme j'avais envie de rendre cet hommage à ma fille qui est rayonnante de bonheur, qui est la joie de vivre, qui est espiègle, qui est vive. Et tous les 2 m'ont apporté beaucoup de réconfort et de bonheur dans cette période où j'ai été au gouvernement. Dans cette émission, il y a un face-à-face, mais il y a aussi un dos à dos. Oui. Je vous y convoque. C'est parfait. Dos à dos avec vous, Bernard Cazeneuve, des réponses du tac au tac, s'il vous plaît. La première chose que vous faites en vous levant le matin. Je prends mon café. Un travers dont vous aimeriez vous débarrasser. L'anxiété. Un autre métier que vous auriez rêvé d'exercer. Acteur de théâtre. Une chose inavouable que vous avez faite à Matignon. Manger du fromage la nuit très tard dans le frigo, en me relevant après m'être endormi. Un cauchemar récurrent pour vous. Je passe mon bac scientifique. Si vous étiez un héros de fiction, qui seriez-vous? J'ai une passion pour le personnage de Julien Sorel. Votre réplique préférée des tontons flingueurs? Un bourre-pif en pleine paix, les malades, je les soigne et je vais lui préparer une ordonnance et une sévère. Il va voir qui Raoul. Est-ce que vous avez déjà triché pour avoir un examen? À jamais. En quoi vous n'êtes pas politiquement correct? Je suis politiquement sincère, donc ça me donne parfois le sentiment, ça m'a parfois donné le sentiment de la singularité, pour ne pas parler parfois de la solitude. Votre plus grand moment de solitude, justement? Le plus grand moment de solitude, c'est quand les attentats ont frappé le pays et que j'ai vu l'étendue de la détresse et de la souffrance humaine et que j'ai ressenti l'impuissance des mots pour apaiser, pour consoler. Le luxe, Bernard Cazeneuve, dont vous ne pourriez pas vous passer? Les pochettes et le chocolat. Quelle idée de droite partagez-vous? J'aime bien l'ordre. Politique et substance illicite, c'est un mythe ou une réalité? Politique et substance illicite, que voulez-vous dire par là? Et drogue? Ah, moi, je ne consomme pas du tout de drogue, non. Je fume un cigare de temps à autre. Comme maintenant, je suis sous le contrôle de ma famille, c'est 1 par semaine, mais rien d'autre. Est-ce que vous avez déjà usé de votre fonction pour obtenir un passe-droit? Non, jamais. Le cadeau que vous offrez le plus souvent? Des fleurs et des cravates à mes amis. Avec quelle personnalité on vous confond souvent? Il est arrivé qu'on me confonde dans une librairie avec Éric Ciotti, ça m'a beaucoup fait rire.
Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous êtes heureux dans la vie? Je suis heureux autour de 7, parce qu'il y a un trait de ma personnalité qui est très fort et contre lequel je me bats, c'est que je suis extraordinairement nostalgique. Nostalgique, vous l'êtes, même dans vos goûts musicaux. On revient avec Jean Ferrat. Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute. Ce que j'aime, c'est la chanson française, et y compris tous les tubes de la chanson française sans distinction. Je peux passer des soirées entières à aller puiser dans la chanson française des chansons que personne ne connaît et auprès de chanteurs que tout le monde a oubliés. On a retrouvé d'ailleurs une photo de vous, et on va terminer là-dessus, une photo de vous à la chorale de Senlis. Ah, comment vous avez fait pour trouver ça? Regardez, là, cette photo. Je ne sais pas comment vous avez fait pour retrouver cette photo, mais j'ai même fait un disque avec cette... nous avons fait un disque collectivement de musique de la Renaissance et de musique baroque. Ça a occupé une grande partie de ma vie, la musique. J'ai fait, pendant les 17 premières années de ma vie, du violon. J'ai fait beaucoup de chants aussi. Et ça, c'est un ensemble vocal qui s'appelle l'ensemble vocal du Aubergier, qui existe encore, je crois, à Senlis, auquel j'ai participé. Et on a donné énormément de concerts. J'ai pu découvrir énormément d'œuvres de musique baroque pendant toute ma jeunesse et mon enfance. Et ça m'a effectivement beaucoup marqué. Et j'ai la passion de la chanson au baroque. Ah oui, mais j'ai une discographie où il y a autant d'opéra et de musique baroque que de variété française, oui. On vous a un petit peu découvert. Un peu. Je voulais remercier la personne qui est exposée sur le plateau de Thé au Café. Vous êtes sensible aussi à la peinture? Oui, très. Il s'agit de Michel Paris. Il expose d'ailleurs à son atelier sur Rendez-vous, avenue d'Aude de la Brunerie à Paris dans le 16e. Depuis des années, Michel Paris, il observe la nature, les arbres, les fleurs, l'eau qui l'inspire, et puis il les reproduit de manière très abstraite. Retenez son nom, Michel Paris. Samedi prochain, c'est Manu Payet que nous recevrons, et puis dimanche, on retrouvera Julien Doré. N'oubliez pas donc ce livre qui vient d'être publié par Bernard Cazeneuve chez Stock. Chaque jour compte, 150 jours sous tension à Matignon. Et on apprend ce qu'a été votre vie, ce qu'a été la vie de l'État durant ces 5 mois. D'ailleurs, c'est très court, 5 mois. Je crois que c'est la période la plus courte en fait qu'on ait connue, non Édith Cresson, elle allait rester 323 jours, me semble-t-il, non? C'est la plus courte période sous la Ve République. Oui. Mais comme on a tendance à transformer la Ve République en la 4e, c'est la plus longue de la 4e. Quand on a été maire, député, ministre et Premier ministre, il ne reste plus que... Oui, mais vous avez bien compris que je ne suis pas de ceux qui se lèvent tous les matins en pensant à ça. Bon, pour le moment, vous êtes avocat. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. Et on va terminer, si vous le voulez bien, avec un petit selfie. Et on retrouve les téléspectateurs, évidemment, la semaine prochaine. Et l'émission, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir en replay sur France Télé. Et puis, elle est rediffusée dans la nuit. On fait un petit selfie avec vous. Dans la rue, on doit vous arrêter, non, de temps en temps, pour faire des selfies. Oui. Vous pour les vous selfies y prêtez? Ouais. Oui, bien sûr, toujours. Ouais, toujours. Pas désagréable, et c'est un moment qui généralement est propice aussi à l'échange, à la spontanéité du dialogue, donc je le fais volontiers, bien sûr. Portez-vous bien. À la semaine prochaine, passez une bonne semaine. C'est parti. She